Bonsoir à tous et bienvenue à tous pour partager avec nous ce premier Hangout qui va être consacré à la mission Rosetta. Nos excuses pour le retard qui est dû à quelques problèmes techniques. Pour démarrer la série de ces CNES Talks donc sur Rosetta, nous allons ce soir explorer plus en détail les objectifs scientifiques et le scénario de cette mission tout à fait hors norme. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir ce soir Francis Rocard, qui est planétologue au CNES et responsable de la mission Rosetta. Bonsoir Francis. Et bonsoir, oui. Vous voulez que je me présente? Bien, oui. Alors, on va te laisser te présenter dans un instant. On va déjà introduire un peu cette rencontre et puis laisser chacun se présenter. Alors, je disais que cette mission était hors norme, effectivement. Donc, Rosetta, c'est une sonde qui a été lancée en 2004, qui voyage depuis donc près de 10 ans dans le système solaire, où elle a survolé des planètes, mais aussi des astéroïdes, et qui doit atterrir dans maintenant quasiment un an sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Et j'ai bien dit atterrir, se poser en douceur, ce qui est non pas juste survoler, ce sera une première mondiale. Alors pour quelle raison l'Europe a-t-elle décidé d'envoyer cette sonde? Qu'attendent les scientifiques de cette mission? Voilà, ce sont quelques-unes des questions qui se posent sur les comètes et on essaiera de savoir peut-être aussi en quoi la France est particulièrement impliquée et fière de l'être dans cette mission. Voilà, en tout cas les questions que nous comptons peut-être te poser Francis dans quelques instants. Et avant de te donner la parole, je vais demander à chacun des blogueurs et journalistes ici présents de bien vouloir se présenter. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Cynthia, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Cynthia Bertrand, je suis sur les réseaux, plus particulièrement Twitter, sous le pseudonyme Chrysaïd33. Et je suis une fana d'astronomie et de la conquête spatiale. C'est un rêve d'enfant de savoir ce qui va se passer autre part que sur notre Terre. Donc, je suis très intéressée par l'étude justement des comètes et j'ai suivi très précisément ISON il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai quelques questions par rapport à la mission dont on va parler ce soir, Rosetta, et je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci. Merci Cynthia. Alors, on reviendra à Francis dans un instant. Ensuite, nous avons Olivier. Bonsoir, je suis Olivier Robert. Je suis présent principalement sur Twitter sous le nom de Keltounet. J'ai pas de blog à proprement parler, j'ai un site mais qui parle plus d'informatique et d'informatique libre que d'espace, mais ça fait longtemps que je m'intéresse à l'espace. Je suis pas mal de comptes comme le compte du CNES, Florence Porcel par exemple, et un certain nombre de choses. Et les comètes m'intéressent, l'exploration spatiale en général aussi. Et je suis très content d'avoir été invité, merci. Merci Olivier. Ensuite, nous avons Sébastien. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation tout d'abord, je m'appelle Sébastien, alias Flash Cordon. Je suis étudiant en astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris et je divague sur l'univers sur mon blog, le Sense of Wonder, qui est depuis hébergé sur l'agence Science Presse depuis pas longtemps. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis on finit par Serge. Oui, bonsoir, Serge Brunier, donc journaliste scientifique, chroniqueur sur France Info. Je tiens un blog astronomique sur le site de Science et Vie et actuellement je termine un tour du monde astronomique pour la chaîne Arte. Merci beaucoup. Et alors nous devrions aussi dans quelques minutes être rejoints par David Fossé de Ciel et Espace. Ciel et Espace qui va aussi nous accompagner sur toute l'année pour suivre cette mission extraordinaire. En l'attendant, voilà, je vous... Ah ben voilà, David. Quand on parle du loup. Voilà. David, bonsoir. Les aléas du direct. Il a son micro éteint. Ouais, le micro est éteint. David, on ne vous entend pas. Oui, là vous m'entendez peut-être, là je suis désolé, je suis un peu en retard. Ah voilà. Bonjour David. On ne vous voit pas, on vous entend maintenant. Bonjour à tous, vous allez me voir bientôt. En fait, je suis absolument navré, mais j'étais sur un Hangout concurrent. J'ai l'impression que quelqu'un a ouvert un Hangout sur Rosetta en même temps que vous. Et voilà, pour la petite histoire. Donc me voici, je suis désolé pour ce retard, excusez-moi Francis,
alors dont tout le monde, on va pouvoir. Vous avez commencé, j'imagine, peut-être? On était aux Pas. présentations et on arrive justement à vous. Donc voilà. Super, super. Donc on vous laisse la parole pour vous présenter en 2 mots. Oui, bah alors donc David Fossé, je suis rédacteur en chef adjoint de Ciel et Espace, évidemment passionné d'astronomie, de sciences spatiales, et je suis depuis vraiment longtemps la mission Rosetta, puisque je me souviens que au cours de mes études, j'ai pu travailler un petit peu sur cette mission, donc elle est chère à mon cœur, voilà. Et je suis ravi d'être là et je serai ravi quand en 2014 elle se sera posée sur Churyumov-Gerasimenko. Merci beaucoup. Alors, juste pour terminer, un petit mot pour les internautes qui nous regardent. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter. En l'occurrence, c'est David notamment qui s'en fera le relais. Donc, sur le compte de Ciel Espace, j'imagine. Tu peux peut-être le rappeler, le compte Twitter? Ouais, alors le compte Twitter de Ciel Espace, c'est @cielespace et mon compte personnel, c'est @d_fossé. F-O-2-S-E. Voilà. Et on utilisera le hashtag CNES-Talks, donc CNES, T-A-L-K-S, voilà, que vous pouvez utiliser largement, ainsi que Rosetta. Donc, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous suggérer des questions et n'hésitez pas surtout aussi à partager cette vidéo en direct et en différé, puisque vous pourrez la retrouver à l'issue de cette rencontre. Voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va peut-être quand même laisser Francis se présenter en quelques mots. Oui, donc Francis Rocard, je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire au CNES, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du Soleil, sauf le Soleil, qui n'est pas sous ma responsabilité, et en particulier Rosetta. Et je suis très impressionné de faire ce hangout parce qu'il y a des gens très compétents en face de moi qui en savent beaucoup déjà. J'espère que je vais pouvoir répondre à ces questions. Et en tous les cas, cette mission s'avère passionnante et à très haut risque. Et je ferai déjà une première remarque, c'est que dans ce qu'a dit Séverine, d'entrée de jeu, on dit que la sonde se pose sur la comète. Et c'est bien ça le sujet, c'est qu'en fait, eh ben non. La sonde de 3 tonnes ne se pose pas sur la comète. C'est non, c'est l'atterrisseur. C'est C'est l'atterrisseur, mais le problème, c'est que tout le monde fait voilà, l'atterrisseur. Et tout le monde, en fait, résume Rosetta à on se pose sur la comète. C'est pour ça que cet atterrisseur prend énormément d'importance. Il fait que 100 kilos, alors que la sonde fait 3 tonnes. Et donc, la responsabilité de l'Allemagne et de la France en particulier sur cet atterrisseur est énorme. Voilà. Alors, autant pour moi, c'est pour cette grosse bêtise que j'ai dite d'entrée de jeu. Alors, on va revenir au profil de la mission, effectivement, à la sonde et puis à son atterrisseur Philae, qui est une mission, effectivement, un petit peu différente et tout à fait complémentaire. Mais je sais qu'il y a pas mal de questions qui se posent déjà sur le sujet des comètes. Alors, Cynthia, par exemple, avait pas mal de questions à ce sujet-là. Est-ce qu'elle veut ouvrir le bal? On est parti. Alors moi, en fait, j'aurais voulu savoir comment et pourquoi on a choisi cette comète en particulier. Alors, Churyumov a été choisi un peu en catastrophe, puisque en 2004, en 2003, on devait partir vers Virtanen, et on a eu un pépin sur le lanceur Ariane 5. Donc le lanceur s'est avéré pas prêt, donc il a fallu différer le départ d'1 an. Et on s'est trouvé dans une situation complètement préoccupante où il a fallu changer de comète. Alors, on a mis sur pied toute une équipe, c'est surtout l'ESA, en l'occurrence, c'est pas tellement le CNES, et cette équipe était chargée de proposer des comètes qui répondaient à certains critères. Il fallait des comètes qui aient typiquement des comètes dites de Jupiter, qui ont des orbites d'environ 6 ans, qui soit prograde, c'est-à-dire qui tourne dans le bon sens, à l'inverse de la comète de Halley qui est rétrograde. Pourquoi? Parce qu'on va faire un rendez-vous avec la comète, donc on ne peut pas faire un rendez-vous avec une comète qui tourne dans le mauvais sens, dont l'inclinaison sur le plan de l'écliptique soit pas trop importante non plus, et également des critères de taille. Pourquoi? À cause de Philae, encore une fois. Virtanen, était une toute petite comète minuscule qui faisait, je crois, moins d'1 kilomètre de diamètre. Et donc, nous avions, avec les Allemands, dimensionné Philae en conséquence. Et changeant de comète, si on prenait une comète plus grosse,
Le problème, c'est quand on est largué à une certaine altitude, on tombe comme une pierre. Donc on est attiré gravitationnellement par la comète, et donc la vitesse terminale est directement en fonction de la masse de la comète, de sa taille, de sa masse, et donc si on arrive trop vite, et le chiffre exact c'est 1,1 mètre par seconde, au-delà, il n'est pas du tout impossible que ce train d'atterrissage un peu compliqué, que vous voyez sur cette maquette, se casse. En l'occurrence, sur la maquette, il est déjà cassé, c'est-à-dire qu'il est fragile. Donc, voilà, ça c'est un critère. Il y a d'autres critères liés à l'activité de la comète. On voulait une comète qui ait un ratio gaz-poussière qui soit pas trop extrême, on voulait un peu des deux, pas trop de poussière non plus. Et voilà, donc il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites. Et en fonction de ces critères, et en fonction des contraintes de Philae, mais aussi de l'orbiteur lui-même, finalement, c'est Churyumov-Gerasimenko qui a été choisi. Sébastien? Oui, alors moi j'avais une question très très générale qui mériterait un cours entier, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc en quelques mots, qu'est-ce qu'on sait des comètes aujourd'hui? D'où est-ce qu'elles viennent et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'origine du système solaire? Pourquoi les étudier? Alors, les comètes présentent l'immense intérêt que ce sont des objets très froids et qui sont constitués à la fois de roches, mais également de glace au pluriel, c'est-à-dire de tout ce qui est tous ces volatiles qui peuvent se condenser à basse température, typiquement moins 100 degrés, moins 150 degrés, voire moins 200. Et ce qui se passe quand une comète se rapproche du Soleil, c'est qu'elle dégaze. Ces glaces passent en phase gazeuse, ça veut dire que vous avez un effet cocotte-minute, et vous avez des jets qu'on a très bien vu sur la comète de Halley, et ces jets, par effet dynamique, entraînent des poussières, donc vous avez les deux queues, l'une qui est une queue d'ion, l'autre qui est une queue de poussière. Mais le problème, c'est que ces molécules sont très vite photodissociées. Donc on ne voit que les molécules filles, on voit les molécules cassées. On voit du CO, du CO2, H2O, mais la grande question qu'on se pose sur les comètes aujourd'hui, c'est elles sont très riches en carbone et on ne connaît pas la composition de ce carbone. Alors parfois on parle de suie, la suie des feux de cheminée, mais c'est une analogie qui est assez audacieuse et je ne me prononcerai pas sur cette analogie. En fait, on ne sait pas du tout sous quelle forme est ce carbone. Or, c'est les objets les plus carbonés qui existent dans l'univers. Ce carbone a probablement alimenté le carbone terrestre, et finalement, de savoir à partir de quel carbone s'est constitué, pour une part non négligeable, probablement le carbone de la vie sur Terre, c'est une question très importante. Voilà en gros l'intérêt très particulier des comètes et l'objectif de Rosetta, hormis le fait qu'on va se poser, et hormis le fait que Philae va prélever des échantillons et faire cette analyse in situ pour identifier le carbone, l'objectif central de la sonde, c'est étudier l'émergence de l'activité et suivre l'activité d'une comète depuis 3 AU, 3 unités astronomiques, 450 millions de kilomètres du Soleil, jusqu'au passage au périhélie qui a lieu, si je ne me trompe pas, en août passage au périhélie, où est-ce qu'il est mon périhélie 13 août 2015. Donc voilà, c'est ça, et c'est une grande première. Jusqu'à maintenant, on a fait des survols. Vega, Giotto, vous en souvenez certainement, même si les plus jeunes n'étaient pas nés. Stardust qui a collecté des grains, et je vous rappelle que Stardust a quand même un peu bouleversé, c'est un coup de pied dans la fourmilière, puisque la présence de grains extrêmement réfractaires dans Stardust a mis en évidence le fait qu'on a beaucoup sous-estimé ce qu'on appelle la turbulence dans la formation du système solaire. On ne s'attendait pas à avoir des grains si réfractaires, c'est-à-dire à base de silicate, d'olivine, je crois, des choses comme ça. Je me ferai tout de suite une remarque, c'est qu'il y a un biais observationnel avec Stardust, c'est le fait qu'on collecte à très grande vitesse des grains. Ces grains, on les collecte dans des gels, et les gels détruisent tout ce qui est destructible, et très destructible, notamment la matière organique. Donc on observe finalement une proportion de matière réfractaire très importante. Même problème avec les météorites. Les météorites que l'on a sur Terre sont les plus solides, c'est pour ça qu'on a un ratio de météorites métalliques assez important, mais ce n'est pas la réalité. Les plus fragiles sont évidemment totalement détruites, et donc ou beaucoup plus détruites que les autres. Donc là aussi, il y a un biais dans la répartition des météorites que nous avons au sol.
Francis, il y a quelque chose de paradoxal et de presque amusant dans votre façon de présenter la mission Rosetta, parce qu'on a l'impression, au fond, que le comportement de la sonde et le comportement de la comète sont extrêmement prédictibles pour faire une mission pareille. Et parallèlement, on a vécu ces derniers jours en direct, c'était d'ailleurs absolument fabuleux de vivre ça, le passage d'une comète dans le ciel de la Terre. Et quand on voyait en live la réaction à la fois des astronomes amateurs et des astronomes professionnels, c'est extraordinaire parce qu'on avait l'impression que personne ne comprenait ce qui se passe. Je parle évidemment de la comète ISON qui est passée à côté du Soleil et qui s'est désintégrée en passant à côté du Soleil. Et en live, on voyait les satellites européens et américains suivre la comète et essayer de la suivre, comprendre ce qui se passait. Et les commentaires en direct étaient vraiment fascinants. Donc c'est un peu l'inverse, on a l'impression qu'on va vivre avec Rosetta et sa comète. Oui, alors je me suis mal exprimé parce que effectivement, et d'ailleurs on voit l'image du passage d'Ison, effectivement la comète est non prédictible et effectivement aujourd'hui on a beaucoup de problèmes à cause de cela. C'est que l'Agence spatiale européenne a tendance à prendre ceinture, bretelle, des casques à pointe, une prudence de Sioux, et en disant bah, moi je connais pas l'activité de la comète est en hibernation jusqu'au 20 janvier, je ne sais pas si elle va perturber ma navigabilité autour de la comète, sachant qu'il faut se souvenir que Rosetta a des ailes absolument gigantesques, des panneaux solaires qui font 64 mètres carrés, c'est donc vraiment des voiles avec des prises au vent énormes, et donc quand il va y avoir cette activité de jet, de gaz et de poussière, l'ESA est très obsédée, très upset, comme on dit en anglais, sur le fait que la navigation va être difficile. C'est un peu de la navigation par gros temps, totalement autonome, bien sûr, on ne va pas piloter cet engin en direct depuis la Terre, et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on aimerait être largué à 2,5 km d'altitude pour Philae, et aujourd'hui l'ESA nous dit j'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir d'être largué à 2,5 km parce que je ne sais pas comment je vais naviguer près du noyau. Je vous rappelle qu'il y a quand même une comète dont j'ai oublié le nom, où on a trouvé des espèces de pastèques de neige carbonique, enfin des espèces de gros flocons énormes, tout près de la comète. C'était Will 2, hein, c'est ça. Oui. Et c'était surréaliste de voir ça. Et c'est pas forcément général, hein. Ça veut pas dire que toutes les comètes ont des balles de tennis ou des balles de ping-pong ou des melons de neige carbonique qui flottent autour de la comète. Alors maintenant, parlons un peu d'Ison ou d'Ison. C'est vrai que ça a été absolument extraordinaire. J'ai essayé de suivre ça comme vous. Et je crois que beaucoup de gens ont dit des bêtises. D'abord, je dirais qu'on est entre nous, que SDO voit moins bien que LASCO. LASCO a quand même une meilleure résolution, ça se voit sur les images, hein, il suffit de regarder. Et effectivement, il suffit d'attendre un tout petit peu après la sortie et la comète réapparaît. Néanmoins, elle est complètement déglinguée. Ça, c'est vrai. Et j'ai bien aimé la remarque de Jacques Revisier, qui est un grand spécialiste des comètes, et il dit il n'est pas du tout impossible que la comète ait complètement perdu tous ses volatiles. Il n'y a plus que de la poussière. Et alors, ce qui est aussi intéressant, et il faut toujours se remémorer ça quand on regarde une comète, c'est il faut se représenter la géométrie dans laquelle on est. Et dans le cas d'Ison, je ne sais pas si beaucoup de gens ont gardé à l'esprit dans quelle géométrie on était entre la phase d'entrée et la phase de sortie. Dans la phase d'entrée, on a une superbe comète avec une queue d'ion, une queue de poussière qui est comme dans les livres, qui est magnifique. Et dans la sortie, on n'a plus qu'une espèce de triangle, un éventail, qui ensuite, au moment où on sort du champ de Lascaux, on a l'impression que la comète s'éteint quasiment. Ça veut dire que la comète du siècle, c'est terminé. Ça, c'est probablement une certitude. Il n'y aura pas de comète du siècle. Elle ne sera pas super intense. Il n'est pas impossible qu'elle ait perdu une très grande partie de toute son eau, l'eau étant l'une des glaces les plus abondantes, avec peut-être CO2 et CO2. Mais maintenant, est-ce qu'il y a encore un noyau? Est-ce que ce noyau est intact? J'en sais rien. Et on attend de voir. Hubble doit faire une image courant décembre, donc on en saura un peu plus. Donc on est vraiment dans l'actualité et on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des éléments supplémentaires à rajouter, mais bon. Moi j'ai suivi ça. Effectivement, c'est tout à fait étonnant ce qu'on a vécu. Oui, je voudrais pas justement. Enfin, David.
Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je voudrais appuyer le commentaire de Francis Rocard. Effectivement, hein, pour les astronomes amateurs, la comète Ison est totalement détruite. C'est très clair sur les images effectivement, de l'ASCO, du satellite SO. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on est avec le CNES, pour saluer les équipes qui ont conçu SO, parce que c'est un satellite qui a été lancé il y a quand même 20 ans. Et aujourd'hui, c'était finalement l'instrument le plus adapté pour suivre le passage de cette comète Ison au plus près du Soleil. C'est quand même assez fabuleux. Et je pense qu'il faut le souligner. Pour ce qui est de Churyumov-Gerasimenko, effectivement, c'est une comète qu'on connaît assez mal. Moi, j'ai une question pour Francis Rocard. Est-ce qu'on a des informations sur la façon dont elle tourne sur elle-même? Parce que ça va être quand même quelque chose de déterminant si on veut essayer de poser un robot sur la comète. Est-ce qu'elle tourne vite? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que finalement, on pourrait se rendre compte au dernier moment qu'on ne pourra pas déposer Philae sur la comète? Alors, oui, on commence à avoir une vision géométrique du noyau avec un axe de rotation et une période de rotation. Alors, malheureusement, j'ai plus là. Je crois que c'est 6 heures, mais il faudra peut-être vérifier ça. C'est probablement entre 6 et 10 heures, la période de rotation. L'axe de rotation est soi-disant déterminé, mais tout ça est fait depuis. Je sais que Philippe Lamy a pas mal observé la comète, il est au LAM à Marseille, et ces observations se font depuis la Terre, et donc finalement c'est pas très précis, et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est d'abord est-ce que les mesures sont très fiables, est-ce que l'axe est bien déterminé, est-ce que le noyau ne tourne pas de façon complexe, parce que si le noyau tourne de façon complexe, là on peut avoir des vrais problèmes pour se poser. Donc on va découvrir tout ça à partir du 20 janvier. Les caméras de navigation, la caméra Osiris de Rosetta va faire tout ce qu'elle peut pour voir ce noyau qui sera peu actif au début, et justement l'intérêt c'est de le voir le plus vite possible. On sera à quelques millions de kilomètres et on en saura un peu plus à ce moment-là. Mais aujourd'hui on a quelques chiffres, mais il faut probablement mettre des barres d'erreur et on va s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout à fait exacts. Olivier avait une question. Avec ce genre de mission qui demande quand même de la planification sur beaucoup d'années, vu les distances dont on parle, combien il y a à peu près de comètes disponibles, on va dire, pour ce genre de mission en fonction de critères différents, mais il y en a à peu près combien identifiés? Alors là je ne saurais pas répondre. Très honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des comètes au sens que je ne les recense pas sur mon fichier Excel. Donc j'ai pas participé moi-même au choix de Churyumov, c'est plutôt des gens comme Philippe Lamy, des observateurs sol qui ont fait ce travail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup qui répondaient à la contrainte, à la somme des contraintes que Rosetta imposait, et finalement on a pris celle-là alors qu'on aurait aimé en avoir une un peu plus petite, parce que encore une fois c'est un peu limite pour Philae, à cause, ce que je disais tout à l'heure, la comète étant un peu plus grosse, on va arriver un peu plus vite et on est très sensible et ça nécessite d'être largué très bas. Et là, on est confronté maintenant au problème qu'on avait pressenti dès le début. On avait fait une démarche auprès de l'ESA en disant bon, vous êtes gentils, vous avez choisi Churyumov, mais on vous prévient tout de suite que nous, on n'est pas complètement rassurés parce que Philae et le modèle de vol était déjà sur la fusée. Et on ne peut pas renforcer notre train d'atterrissage. Donc on savait déjà, on sait depuis 10 ans qu'on va être sensible à ce problème de l'atterrissage. Sébastien? Oui, alors je voulais savoir, est-ce qu'on avait des chances de trouver sur cette comète, que j'arrive toujours pas à prononcer le nom, des composés organiques, voire des acides aminés? C'est l'objectif numéro 1 de la mission, c'est mesurer la composition de ce matériau organique qui est totalement inconnu, qui est sur la comète. J'ai parlé de suie, mais franchement aujourd'hui on n'en sait rien du tout. Donc c'est l'objectif central, et Philae va jouer un grand rôle puisque même si l'orbiteur va aussi faire le boulot, mais Philae se posant, forant jusqu'à 20-30 cm et récupérant des échantillons. Ces échantillons vont être analysés par 2 instruments en spectrométrie de masse, COSAC et Ptolémée. On est vraiment au cœur de l'objectif central de la mission. Alors néanmoins, il y a à bord de l'orbiteur 2 spectros de masse, COSIMA qui est pour les grains,
C'est-à-dire que c'est un petit peu Puma et PIA sur Vega et Giotto, sauf que dans Puma et PIA, les grains arrivaient tellement vite sur la cible qu'ils se volatilisaient instantanément et le temps de vol était juste à côté, il y avait qu'à mettre une tension et hop, on récupérait tous les ions et ça se faisait tout seul. Là, les grains vont arriver en douceur sur la cible, qui est probablement grande comme ça, et il va falloir tirer au canon à ion dessus pour analyser la composition des grains, et on espère avoir des grains qui seront à la fois avec des éléments réfractaires, mais aussi probablement encore des glaces qui n'ont pas tout à fait terminé de se sublimer. Donc on espère d'avoir un matériau assez représentatif de ce qu'est une comète. Précisons encore que, et ça c'est surtout sur la comète de Halley qu'on s'en est rendu compte, moins sur la comète de Deep Impact, qui ressemble étrangement à un astéroïde, pour ceux qui l'ont vu. La comète de Halley, même si les images sont pas très de bonne qualité, c'était en 86, l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réflexion est extrêmement faible, c'est plus noir que du charbon, donc on pouvait se demander si sur Halley on n'avait pas à faire un matériau très riche en carbone, un peu comme du charbon justement. Alors, en fait, dans une comète, vous avez une croûte, et les volatiles sont évidemment pas, il n'y a pas de glace en surface. Ça, on n'espère pas. Sur Ison, on aurait pu espérer avant qu'elle n'arrive au Soleil, mais c'est-à-dire que Ison vient du nuage de Oort, donc c'est probablement la première fois qu'elle vient nous voir. Par contre, la comète de Halley étant périodique, si glace de surface il y avait, elle a été sublimée instantanément au premier passage. Donc de toute façon, la couche externe est complètement sèche, et on s'attend à analyser un matériau qui sera quand même très réfractaire, et on ne va pas analyser les glaces directement. Et c'est là où on va faire appel à Rosina, le spectromètre de masse des molécules, qui est sur l'orbiteur, et qui lui va sniffer les molécules avant qu'elles soient photodissociées par les UV du Soleil. Donc on espère trouver des molécules assez complexes. Pour l'instant, au-delà de 2-3 atomes, on n'a plus grand-chose en termes de molécules sur les comètes. Serge. Francis, vous êtes planétologue, ça veut dire que vous connaissez bien la surface des planètes, en particulier quand des sondes doivent se poser dessus. Moi, les comètes me posent un problème particulier par rapport à Philae. Parce que quand on regarde la surface en particulier de la comète Wild 2 qui a été visitée par Stardust, la sonde américaine, on est absolument à la fois fasciné et épouvanté pour Philae, parce que sur la comète Wild 2, Stardust a découvert en particulier, moi ça m'avait frappé à l'époque, c'était absolument fantastique, des pénitents de glace qui mesurent pratiquement 100 mètres de haut, qui sont verticaux, qui font des sortes de murailles verticales de glace. C'est magique, à mon avis c'est un des paysages les plus exotiques du système solaire. Donc ma question c'est, qu'est-ce que vous avez prévu pour Philae, si au lieu d'une surface à peu près plane, couverte de cratères aux formes arrondies, vous vous retrouvez confronté à des murailles de glace verticales? À part un beau film d'Hollywood où on voit des gens se poser sur une comète, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble à l'échelle du mètre. Donc aujourd'hui, c'est une grande inconnue, et dans les phases de la mission Rosetta, on va consacrer pratiquement 6 mois à s'occuper de la comète, si je puis dire, cartographier son noyau, jusqu'à des résolutions inférieures au mètre, avec la caméra Osiris, qui est très très performante, pour justement repérer des zones où le terrain est à peu près plan. Néanmoins, il faut quand même savoir que notre ellipse d'erreur d'atterrissage avoisine le kilomètre carré. Donc, vaille que vaille, à un moment, à part sur la porte qui est là, mais Itokawa, par exemple, il y avait des zones extrêmement rugueuses et une zone centrale qui était plutôt lisse. Bon, donc c'est là que Yabusa a fait son prélèvement. On va être confronté à ce genre de problème, et il y a un risque énorme. Non, mais Philae est une mission très risquée. Surtout que, vous ne savez pas encore, mais je vais vous le dire, que toute la phase de descente-atterrissage de Philae, aujourd'hui, nous pose énormément de problèmes. L'ESA nous annonce que, pour l'instant, elle reste à 30 km, et qu'en dessous, on verra plus tard. Alors moi, or sur Philae, on sait que c'est 2,5 km, donc il y a aujourd'hui un vrai problème. Et en plus, les trajectoires que l'on calcule doivent être... on va rentrer dans les détails techniques, mais je vais essayer de pas trop être long. On a un mécanisme de largage qui
qu'on peut adapter entre typiquement 10 à 50 cm par seconde. Vous voyez que c'est des vitesses extrêmement faibles. En gros, il faut diviser par presque, qu'est-ce que je vais dire, au moins 1000 entre les vitesses orbitales sur Terre et sur les comètes, voire un peu plus de 1000, voire presque 10 000. Donc on est à l'échelle du mètre par seconde pour les vitesses orbitales, et là, les vitesses de largage, c'est l'idée, c'est que l'orbiteur passe, fait un survol, et on est largué pour réduire la vitesse de l'orbiteur, pour essayer de tomber le plus verticalement possible. Et on a un système de secours qui nous largue à 17 cm par seconde. On n'est pas très confiant, en tous les cas on veut être compatible des deux, c'est-à-dire que si on est largué en supposé à 25 cm et que ce système ne fonctionne pas, on va être largué à 17, et il faut que ces deux trajectoires nous mettent sur la comète, donc ça nous rajoute des contraintes supplémentaires assez drastiques, et d'ailleurs j'ai eu une téléconf pas plus tard qu'aujourd'hui avec nos spécialistes de flight dynamics, c'est-à-dire de mécanique spatiale. Il y a un mois et demi on était dans les choux totales. Depuis le 26 novembre, bon, visiblement, on arrive à se comprendre un peu avec l'ESA et la situation s'améliore. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais donc déjà, on a beaucoup de contraintes. Alors, si en plus on s'aperçoit que l'essentiel de la comète est extrêmement rugueux, comme on dit, on verra. Aujourd'hui, on sélectionne 5 sites. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 heures, je disais, vous savez, 5 sites, ça c'est les scientifiques qui veulent peaufiner, machin. Si on arrive à se poser et à être vivant, ça sera extraordinaire. Donc, il faut peut-être pas s'apesantir sur 5 sites, mais avoir le meilleur et puis viser tout de suite. Donc oui, c'est très... Il y a beaucoup d'inconnus dans la mission. Alors, Cynthia avait encore quelques questions sur le sujet vraiment des comètes, et ensuite on pourra peut-être rentrer encore un peu plus dans le détail de la mission, de ces instruments, et puis notamment de Philae. Oui. Justement, on parlait de glace, donc on peut confirmer que chaque comète a une composition différente. On est sûr de ça, elles sont pas du tout identiques, et voilà, chacune apporte son lot d'identité, on va dire. Oui, les comètes sont très différentes les unes des autres. Il y a des comètes très actives, peu actives. Les comètes non périodiques, comme ISON, c'est des comètes qui n'ont jamais vu le Soleil de près, donc à ce moment-là, elles sont en général très très riches en glace, et donc elles sont par là même plus intéressantes et peuvent être beaucoup plus spectaculaires en termes de queue. Une queue de comète, ça peut atteindre 100 millions de kilomètres, c'est-à-dire presque les deux tiers de la distance Terre-Soleil, c'est gigantesque. Mais oui, les comètes sont très variables, et d'ailleurs la distinction entre comètes et astéroïdes commence à un peu s'amenuire, puisque on s'est rendu compte qu'il y a des objets de la ceinture principale qui tout d'un coup se mettent à avoir une activité. Ah, c'est plus un astéroïde, c'est une comète. Alors parfois c'est dû à un impact, et on peut pas dire que c'est une comète, c'est de la poussière qui résulte de l'impact, mais parfois on pense que c'est un effet réellement cométaire, c'est-à-dire des gaz qui passent en phase, des glaces qui passent en phase gazeuse, et donc il faut changer la comète de colonne dans la classification du fichier Excel. Elle passe de l'astéroïde aux comètes. Mais il y a aussi des comètes mortes, des comètes dormantes, et il y a des missions qui s'intéressent à aller visiter des anciennes comètes qui n'ont plus aucune activité, mais qui finalement sont intéressantes parce qu'elles ont un vécu différent des objets de la ceinture principale. D'accord. Sébastien. Oui, alors, donc si je comprends bien, vous allez percer une comète à la perceuse dans le pur style de Bruce Willis de Armageddon, vous allez tirer dessus avec un canon à ion à Star Wars, et tout ça vous le faites avec, pour seule source d'énergie, ces panneaux solaires. Alors comment est-ce qu'un tel exploit est possible? Alors, pour Philae, on a une pile. Une pile, c'est la même qui alimente, c'est comme votre lampe de poche, hein, et une pile, c'est quelque chose qui a l'avantage d'avoir beaucoup de watts par kilo. Donc dans la pile, d'ailleurs les piles spatiales, c'est des engins qui peuvent exploser. Celui du système de descente d'ExoMars 2016 a explosé en test. Donc pour vous dire que les piles, ça peut être dangereux. Mais par contre, c'est beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de kilos. En l'occurrence, c'est 1000 Wh qu'on a. Et cette pile, elle est, on ne sait plus très bien ce qu'elle a depuis le lancement, parce que
On a peur de la tester. En la testant, on ne voudrait pas qu'elle se vide. Bon, donc on fait l'hypothèse, on a des modèles et on pense qu'on a encore au moins 800 Wh, mais une grosse barre d'erreur. Après ça, on a une batterie. Et la batterie, c'est plutôt 100 Wh par kilo. Vous voyez, c'est 10 fois moins. Et la batterie, elle fonctionne alimentée par les panneaux solaires de ce petit engin. Et il y en a partout. Alors, il a perdu son pied. Et alors, il est probable. Donc, cette mission a deux périodes fondamentales. La première qui est ce qu'on appelle la First Science Sequence, la première séquence scientifique. Et celle-là, elle est sur la pile. Et on va faire fonctionner, il y a 10 instruments là-dedans, c'est un vrai véhicule spatial. Il y a 10 instruments, il y a des trucs qui se déploient, vous les voyez là. Il y a cette fameuse foreuse qui va percer, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un trou en dessous, donc la foreuse elle est grande, mais on espère au moins avoir 20 cm. Et on va faire tourner cette séquence de façon automatique, et on va essayer de la dédoubler, c'est-à-dire de la faire en double, jusqu'à ce que la batterie soit morte. Et là, la First Science Sequence s'arrête. Et d'ailleurs, l'orbiteur est complètement dédié à nous. On est prioritaire pendant ces 2 jours et demi, 3 jours, jusqu'à extinction de la pile. Et ensuite, on va rentrer dans une phase de panneaux solaires. Donc, ces panneaux solaires vont devoir capter de l'énergie, mais on est à 3 AU, donc au début, on n'aura pas grand-chose. Et je pense qu'au début, on va laisser la batterie se charger pendant peut-être des semaines, mais peut-être un mois ou deux. Et quand on estimera qu'on a une batterie suffisamment chargée, on va pouvoir faire tourner un instrument après l'autre. Et là, on sera sur la longue durée. Et la longue durée va nous amener jusqu'à pratiquement pas le périhélie, mais pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, curieusement, il est dit, ça m'a toujours étonné, mais c'est ce qui est dit, c'est que Philae devrait mourir de chaud. C'est quand même un paradoxe. Alors qu'une comète c'est très froid, moins 100, moins 150 degrés, là on va mourir de chaud, et pourtant on n'a pas de RHU à bord, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pastilles plutonium pour réchauffer. Il y a eu tout un débat sur le fait qu'il en fallait ou qu'il n'en fallait pas. Finalement on n'en a pas, mais c'est en se rapprochant du soleil qu'on va prendre un coup de chaud, et on risque de mourir malheureusement de la chaleur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question à peu près, mais c'est ce qui va se passer. David. Oui, j'ai une question sur les images, parce que pour une mission spatiale avec un robot qui se pose sur un corps céleste, évidemment, on attend les images. Donc ma première question, c'est d'abord, est-ce qu'il y en aura dès cette phase prioritaire dont vous parliez à l'instant, et par ailleurs, on les aura combien de temps après la capture, ces images? Est-ce qu'elles vont mettre 1 heure, 3 jours à arriver? Ou est-ce qu'on les aura tout de suite? D'abord, il y aura des images avant le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la date où Philae se pose, théorique. Aujourd'hui, c'est 11 novembre. Bien avant, puisqu'on va cartographier le noyau global, donc toutes ces images, on les aura. Elles seront sur le net, elles seront disponibles. Voilà, ça seront les images de la comète prises par l'orbiteur. Après, dans le cas de l'atterrissage de Philae, il est prévu que dès l'atterrissage, la première activité de Philae, c'est de faire fonctionner ce panorama. Donc vous avez des caméras sur chaque face de Philae, une caméra ici, une caméra là, une caméra là, une caméra là, une caméra là, et 2 stéréos sur la face un peu plus compliquée où il y a tous les instruments. Et donc tout ça, ça nous fait un panorama à peu près complet, et ce panorama va être transmis immédiatement. En première priorité, c'est les premières données qu'on transmet à la Terre via l'orbiteur. Et d'ailleurs, on va utiliser ces images pour faire on a 4 heures à peu près pour décider si oui ou non on interagit sur la séquence. Ça veut dire, parce que Philae peut tourner, Philae peut se soulever un peu, Philae peut s'incliner. La question, c'est qu'à partir du moment où on déploie, vous savez, cet appendice qui est ici, on ne pourra plus tourner. À partir du moment où on va driller, bah, évidemment, on ne peut plus tourner. Donc, il faut prendre la décision très tôt de savoir, pour préparer la phase long terme, est-ce que finalement Philae est bien orienté. Et a priori, on n'envisage pas d'envoyer de télécommande parce qu'on a très très peur il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'on risque pas de tout perdre en essayant d'améliorer une situation, ou est-ce que ce qui est sûr, c'est que si on aperçoit que la situation est vraiment très préoccupante, là, on enverra une télécommande pour sauver ce qui est sauvable.
sachant que la pile continue à se vider et que la séquence continue à se dérouler au moment où on analyse et on prend la décision. Mais on a comme ça un premier slot, on reçoit l'image, et pendant le deuxième slot, on réfléchit, et l'idée c'est qu'au troisième slot, on envoie éventuellement la télécommande pour que le quatrième, voilà, puisque la quatrième séquence puisse se faire après réception et action sur la télécommande. Donc des images, il y en aura. Après, Philae, par contre, fera des images un peu sur la partie long terme pour essayer de repérer, notamment s'il y a des jets qui se déclenchent dans le paysage que verra Philae. Bien évidemment, on prendra les images également. Serge? Francis, si tout se passe bien avec la mission Rosetta, on va avoir effectivement des images absolument jamais vues d'un décor les plus intéressants et les plus mystérieux du système solaire. Et moi, ça me pose une question justement sur le statut des images que vous allez prendre. Est-ce qu'elles seront immédiatement publiques ou est-ce qu'il y a une sorte d'embargo et de priorité sur l'arrivée, la transmission des images et sur leur analyse? Ou est-ce que chacun d'entre nous ici, on peut s'improviser géologue et publier 3 jours après l'apparition des images un article dans Nature où on fera une découverte absolument fabuleuse sur des pénitents de glace, par exemple? Alors, je sais que les responsables, son nom m'échappe, mais le successeur d'Uwe Keller, qui était le PI de la caméra Osiris, bon, il a pris sa retraite, donc il a été remplacé par un dénommé Cirque, je crois, comme ça. Je sais qu'il y a tout un débat en Allemagne et entre l'ESA et les Allemands sur les droits des données concernant la caméra Osiris. Et les Allemands sont assez exigeants. Il y a toute une discussion sur les copyrights, etc. Ce qui est sûr, c'est que ces images, l'ESA va en diffuser. Elles seront pas un peu comme sur Huygens, quoi. Les images sont sorties, des images brutes sont sorties très vite. On a même vu des amateurs faire des montages assez extraordinaires avant même que les professionnels fassent les montages en question. Parfois, il y a eu des erreurs qui ont été publiées par ces amateurs. Bon, notamment le point d'atterrissage était faux. C'est pas grave, mais donc je pense qu'on va être dans des situations similaires. Et la NASA pousse un peu toutes les agences, notamment l'ESA, à être très ouverts sur les images et pas à les garder à titre privé pour le team. C'est très particulier, donc on essaye de les libérer le plus vite possible. Et l'ESA suit cette politique, estimant que c'est la meilleure publicité à faire pour la mission elle-même, et donc pour l'ESA. Olivier? Oui, on est là encore sur des distances assez grandes, et Rosetta est sur une orbite, une trajectoire d'interception de la comète. Et quel est son degré de manœuvrabilité, je dirais, dans le sens où il est possible que la comète peut-être ait des variations de trajectoire et autres, et quel est son degré, comme je dirais, de manœuvrabilité et son degré de liberté pour ajuster sa trajectoire? Alors, je dirais oui et non. C'est vrai que les comètes ont, d'ailleurs c'était mon sujet de stage de DEA, c'est amusant, ont des forces non gravitationnelles qui sont le fait que le comète a une activité. Donc à partir du moment où la comète émet un jet, ça crée une force non gravitationnelle, donc on s'écarte des lois de Kepler. Néanmoins, ces mouvements, cet écart aux lois de Kepler, cet écart est régulier. Il va aller croissant au fur et à mesure où l'activité va augmenter. Et Rosetta a des ergols pour faire une approche qui soit... c'est un peu la courbe du chien, hein, c'est-à-dire qu'on voit le noyau et on va dessus. Donc, même si on n'est pas dans un truc keplérien, vaille que vaille, on va systématiquement aller dans la direction du noyau. La comète ne va pas s'enfuir. Non, ça c'est sûr que non. Néanmoins, elle aura une trajectoire qui n'est pas rigoureusement une trajectoire keplérienne habituelle. Mais ça pose pas trop de problèmes. Alors ceci dit, vous faites allusion à la propulsion de Rosetta. C'est vrai qu'on a des soucis là aussi sur la propulsion, puisque vous savez qu'il y a une fuite dans le système de propulsion de Rosetta.
ce système, enfin dans la tuyauterie entre le réservoir et le moteur, l'un des circuits a fui. Et la question qui s'est posée pendant pas loin de 2 ans, ça a été est-ce qu'on met en pression le deuxième circuit avec le risque d'intégralement vider le réservoir, donc de perdre toute la mission. Eh bien, la décision a été prise de ne pas le faire, mais il a fallu qualifier le moteur, c'était pas prévu au départ, pour qu'il fonctionne à basse pression, c'est-à-dire sans que les réservoirs soient sous pression. Et donc on est dans un mode de fonctionnement de ces moteurs qui n'est pas le mode sur le papier, c'est un mode qui n'était pas prévu, qui a été qualifié par les industriels pendant la croisière, ça a mis 1 an au moins, et ce qui est sûr, c'est que l'ISP, comme vous savez, le rendement du moteur est moins bon. Donc on va perdre la performance, ça veut dire qu'on va épuiser nos ergols un peu plus vite que ce n'était prévu. Bon, on a de la marge. On a parlé de Sceaux, j'ai quand même une petite anecdote sur Sceaux. Quand Sceaux est arrivé au son point de Lagrange, l'ESA a communiqué avec une grande fierté en disant on est très très bon, on a pour 22 ans d'ergol à bord. Ben moi j'ai considéré que ce n'était pas une bonne nouvelle, parce que quand on a 22 ans d'ergol à bord, ça veut dire qu'on a, à force de surmarger les satellites, on contraint les scientifiques à faire des instruments qui ne grossissent pas, et derrière, on se retrouve avec 22 ans d'ergol, c'est du gâchis. Alors, n'empêche que pour Horizon, le fait que Sceaux soit encore là, ça tombe bien. Mais il faut savoir un peu prendre des marges et pas trop. Dans le cas de Rosetta, on en a, mais on n'est pas à l'abri de surprises parce que, encore une fois, ce moteur ne fonctionne pas du tout dans son mode nominal. Or, il y a des deep space mal ouverts, il y a ce qu'on appelle du delta V, il va falloir freiner assez fort entre le 20 janvier, date de la sortie de l'hibernation, et début août, date pratiquement d'une pseudo mise en orbite. Donc il va y avoir des gros coups de frein à donner, et il vaut mieux que le moteur fonctionne bien, sinon on va survoler la comète et on ne va pas s'arrêter. Alors Sébastien avait une question. Oui, tout à fait. Vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. Donc je voulais savoir en quoi Rosetta se distingue des missions qui l'ont précédé, et est-ce qu'il y a des successeurs en préparation ? Est-ce qu'on peut même peut-être envisager un retour d'échantillon ? Alors, Rosetta, au tout début, s'appelait Comet Nucleus Sample Return. Donc, c'était une mission de retour d'échantillon, mais les scientifiques avaient bon, et c'est leur rôle, ils avaient dit, il faut nous maintenir les échantillons à moins 100 degrés. Et Rosetta a fait une étude et a vite dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Donc, on va annuler le retour d'échantillon. Et la mission Rosetta est née comme ça. Alors, Rosetta, c'est une première. C'est la première fois qu'on a un rendez-vous avec un noyau, on va y rester 1 an et demi, 2 ans. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a eu que des survols, impact ou pas impact, Stardust qui collecte des grains, Vega et Giotto qui font des survols. Là, on va vraiment étudier dans le détail l'activité de la comète. Ça va être passionnant et ça va être très très riche. Surtout qu'une comète a des activités assez erratiques. Il y a le moment où où les gaz les plus volatiles se subliment, et puis à un moment il va y avoir le pic où c'est H2O qui va passer en phase gazeuse, donc il va y avoir un sursaut d'activité important à ce moment-là. Alors est-ce qu'il y a des missions qui se préparent? Oui. L'idée, ce serait quand même de faire un retour d'échantillon de comète, c'est-à-dire une mission qui se pose sur un noyau, qui prélève l'échantillon et puis qui les ramène sur Terre. Aujourd'hui, c'est pas prévu au niveau européen. Et on pourrait imaginer une mission de type New Frontier, c'est les missions de la classe moyenne qui ont lieu tous les 5 ans à la NASA. Dans la liste des 4 ou 5 missions pour le New Frontier 4, il y a, si mes souvenirs sont bons, une mission de retour d'échantillon cométaire. Cynthia? Oui. Alors moi j'avais comme question, en fait, la sonde est partie il y a 10 ans. Donc c'était avec la technologie d'il y a 10 ans. Philae avait été construit pareil il y a 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration en fait maintenant qu'on arrive à côté de la comète de se dire avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on pourrait être plus performant en fait? Alors oui et non. Ariane 5 c'est la même. Donc là-dessus, pas de changement. Ariane 5, il n'y a pas de révolution dans la propulsion chimique des lanceurs. Depuis le début, enfin, sauf le fait qu'on a fait des lanceurs H2O2 qui sont
qui sont les meilleurs en termes de performance, mais au-delà, la rupture, vous la connaissez, c'est la propulsion nucléaire et on est très très loin d'y être. Et donc là-dessus, par exemple, il y a le risque que ça se casse. Est-ce que justement, avec la technologie de maintenant, il y aura peut-être eu moins de risques si ça... Oula, j'en sais rien, c'est un institut Max Planck de Lindau qui a fait le train d'atterrissage. Les Allemands étaient très ambitieux, ils voulaient, parce que j'ai dit tout à l'heure, ils voulaient que ça tourne, ils voulaient que ça monte, ils voulaient que ça s'incline, ils voulaient faire des choses complexes. On était un peu inquiets, mais finalement, voilà, c'est comme ça que les Allemands l'ont designé, et ça aurait été un autre institut, peut-être qu'ils auraient fait des systèmes totalement différents et peut-être plus solides, oui. Il y a des concepts d'atterrissage sur comète qui s'appelaient DS4 Champollion dans les années avant Rosetta d'ailleurs, et c'était un concept où tout l'engin se posait sur la comète avec une énorme bouclier, parce que les scientifiques ne savaient pas répondre à la question. L'ingénieur disait, dites-moi est-ce que c'est dur une comète? Donnez-moi un peu la dureté d'une comète. Et en fait, les scientifiques étaient incapables de démontrer la dureté d'une comète. Donc l'ingénieur dit, bon, bah, dans ces cas-là, moi je considère que c'est entre de la poudreuse et du béton. Il va falloir que j'arrive à me poser là-dessus. Donc il va falloir mettre un énorme bouclier pour éviter de s'enfoncer. Et problème de gravité, il va falloir éviter de rebondir. Donc il faut s'ancrer. Et le principe, c'était qu'au moment où il y avait un senseur de contact, au moment où on touchait la comète, ça déclenchait une pyro qui enfonçait un gigantesque... comment on appelle ça, un dard déployable, qui pouvait atteindre 5 mètres de long si c'était de la poudreuse, mais qui pouvait n'être que de 50 cm si on était dans un matériau extrêmement dur. Il fallait néanmoins que l'engin ne soit pas lui-même perché à 2 mètres au-dessus de la comète, ce qui aurait été ridicule et qui n'aurait pas permis de collecter des échantillons. Donc c'était très compliqué à faire. Bon, finalement, ce n'était que du dessin, puisque la mission a été totalement abandonnée. Et nous, pauvres Français, sommes allés voir les Allemands pour leur dire ça serait bien de faire filailler ensemble. Là, je vous donne un peu l'historique de ce qui s'est passé, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur DS4 Champollion, et après l'annulation de Champollion, on a basculé sur Philae. David? Oui, tout ça c'est vraiment passionnant. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'on va quand même se poser sur un noyau de comète. Ça fait 10 ans que personnellement j'attends ça, et j'ai aussi envie de le partager avec le plus grand nombre. J'imagine que vous aussi. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on pourra vivre l'atterrissage en direct, en particulier? Pour moi, une grande frustration quand il y a une sonde qui s'est posée sur Huygens, c'est que finalement, bon, on l'a su dans les journaux, mais enfin, personne n'a pu voir les photos arriver en direct. David, c'est dommage. Ça change. Tu n'étais pas à la Cité des Sciences, il y avait 2000 personnes, et nous avons vécu l'atterrissage de Huygens à la Cité des Sciences. Ça a été un grand moment de ma vie, comme on n'en vit pas beaucoup. Il y a eu l'atterrissage des Messel, qui était aussi un grand moment, mais Huygens, 2000 personnes, même voire 3000 je crois. Tout le hall de la Cité des Sciences était plein de monde, les écrans avaient été activés parce que le petit amphi où nous étions était complètement plein. Donc, je peux vous dire qu'il est très probable qu'on va recommencer l'événement à la Cité des Sciences le 11 novembre. Donc au minimum les Parisiens pourront voir ça en direct. La Cité de l'Espace à Toulouse va le faire aussi. Le Musée de l'Air et l'Espace nous sollicite, mais je ne sais pas comment on peut faire. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'événements qui vont s'organiser partout. L'ESA diffuse le signal à qui veut bien le capter. Donc à la limite, toutes les grandes villes peuvent animer une soirée spéciale Philae le 11 novembre 2014. Ça, c'est possible. Moi, je peux simplement rebondir en tant que communicante, c'est que je peux vous assurer qu'ici, on est dans les starting blocks et que cette mission, effectivement, va être suivie de près, et que pour l'instant, c'est vrai qu'à 1 an, on n'est pas encore très, très sûr de ce qui sera fait en termes de retransmission pour le public, mais c'est évident qu'il y aura des retransmissions sur site, et c'est évident que s'il peut y avoir des moyens de le faire en ligne aussi, moyennant toutes les nouvelles technologies qu'on a à notre disposition, on ne se privera pas de le faire. Mais il faudra être très souple, hein, parce que la date du 11 novembre, elle n'est pas gravée dans le marbre, d'une part, et l'heure est totalement inconnue. Donc on peut se poser à 3 heures du matin. Alors je crois que la Cité, d'entrée de jeu, nous dit pas de problème, nous on laisse la Cité ouverte. Mais voilà, donc il va falloir s'adapter, on fera ça, ça ne sera pas pour le journal de 20 h, hein, forcément.
Donc là, on ne maîtrise pas l'heure de l'atterrissage et le jour non plus, parce que si la comète s'avère beaucoup trop active, on peut être amené à avancer la date de l'atterrissage, ce que j'appelle un peu le mode panique. Mais on n'en est pas là, mais ça pourrait se faire si on s'aperçoit que la montée en puissance de l'activité va devenir problématique pour le 11 novembre. On se tiendra prêt. Serge? Oui, je pense qu'on va tous s'atteler à communiquer et à suivre la mission. Quand on voit le succès auprès du public du passage d'Horizon à côté du Soleil, je pense que Rosetta, on va pouvoir en parler sur les différents médias, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais poser une question sur la fin de la mission. Si Rosetta est en forme, si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire de la sonde? Est-ce qu'on va la suicider et la lancer sur la comète pour avoir des images à très haute résolution de la surface et puis voir ce qui se passe? Ou est-ce qu'on peut rêver, pourquoi pas, à ce que sur sa trajectoire, elle rencontre, pourquoi pas, un astéroïde ou une comète dans le futur? Alors, actuellement, la fin de la mission, il va y avoir des pressions fortes des scientifiques pour maintenir Rosetta en orbite autour de Churyumov et de vivre non plus l'émergence, mais l'extinction de l'activité. Mais après, on va être confronté au problème que l'on a vécu avec l'hibernation, c'est que dès qu'on va dépasser 3 AU, Rosetta risque de pas pouvoir se maintenir en termes d'énergie et de température. Donc l'ESA va devoir décider si Rosetta doit être mis en hibernation à nouveau, sur une trajectoire qui est... Là, il va y avoir un problème de risque, parce que si on reste en orbite, en hibernation, le risque de percuter la comète est pas du tout nul. Donc je pense que l'ESA va devoir inventer éventuellement une stratégie qui consisterait à s'éloigner à une distance de sécurité, se mettre en hibernation, et puis, vaille que vaille, tout ce petit monde va revenir, puisque l'orbite fait 6 ans et demi. Alors on peut rêver qu'effectivement on revienne, mais tout ça est pour l'instant un peu de la science-fiction. En fait, on n'est pas sûr que Rosetta aura survécu à cette épreuve. Sébastien? Alors oui, moi j'ai une question bien débile. Alors, comment est-ce qu'on appelle un atterrissage sur une comète en fait? Est-ce qu'on appelle ça un acométissage, un acométage, un splouch? Non, il n'y a que sur la Lune qu'on alunit, pour tout le reste on atterrit. D'accord. Parce que c'est pas beau d'amarcir, c'est tout. Moi j'aime pas amarcir, je trouve que c'est pas beau, alors moi j'atterris sur Mars, c'est tout. Maintenant chacun fait comme il veut, hein, mais moi j'atterris sur une comète en tout cas. Puis là il faudrait Churyumov Germixenkir ou quelque chose comme ça. On n'est pas à l'abri quand même que la comète se brise, hein. C'est des choses qui arrivent et ça serait fabuleux de vivre en orbite de la rupture de Churyumov au passage au périhélie. Là, on serait aux premières loges pour vivre ça, ça serait incroyable. Bien, on arrive malheureusement au terme de cette rencontre. Moi, j'ai juste envie de poser une dernière question pour la suite, les mois qui arrivent. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont les grands rendez-vous de Rosetta et de Philae qu'il ne faudra pas rater dans la prochaine année? Alors, j'ai mon anti-sèche. Alors, donc, oui, c'est très compliqué. Alors, il faut une anti-sèche, j'ai même un papier. Voilà, là, si vous voyez, voilà, c'est très compliqué ce qui se passe entre le 20 janvier, donc c'est sorti de l'hibernation, c'est une procédure automatique, c'est-à-dire qu'il y a une horloge à bord qui à un moment réveille la sonde. Et après, il y a des télécommandes qui sont envoyées et petit à petit, il y a toute une phase de commissioning. Enfin, je passe les détails. 21 mai, on se retrouve dans le Comet Drift, Near Comet Drift, c'est-à-dire que on va passer de 1 million de kilomètres à 80 000 kilomètres entre le 21 mai et le début juillet. Début juillet, c'est l'approche dite lointaine, c'est-à-dire qu'on passe de 80 000 kilomètres à 2000. Fin juillet, on passe à la Close Approach Transfer, c'est-à-dire proche, entre 2000 et 60 km. Et à partir de cette époque, entre juillet et octobre, on va commencer à lancer le processus de sélection des sites.
Et en parallèle, on va faire donc ce qui s'appelle la Comet Orbit Insertion, qui est fixée au 6 août, même s'il y a des dates qui divergent suivant les textes. Et notamment, le fin août, on va faire le global mapping, donc le noyau complet, à environ 30 km d'altitude. Et si tout va bien, vers début septembre, on passe à une orbite de 5 par 20 km, enfin, si les OC l'acceptent. C'est en tous les cas ce qui est sur le papier aujourd'hui. Et après, on fait des phases de test. On va même faire un dry run, c'est-à-dire on va faire un survol à blanc de la comète en octobre pour voir comment ça se passe, si la navigabilité est correcte. Ça, les OC vont absolument le faire, et je crois qu'ils ont raison. Et le 11 novembre, on se pose. Petit détail, la notion d'orbite autour d'une comète est une notion assez relative, et il y a toute une phase où on va faire des étoiles. C'est-à-dire qu'on fait des survols, et au bout de chaque pointe de l'étoile, on active les propulseurs, et hop, on repart pour un survol. Voilà, donc on fait des survols dans tous les sens, ça vous dessine une belle étoile, et c'est ça qu'on appelle, c'est ça finalement que sont les orbites de Rosetta. Donc, parce qu'on est pratiquement gravitationnellement pas lié à la comète. Et donc, sur le plan de la sécurité, on préfère faire ce genre d'étoile que de laisser l'engin dériver naturellement sur une orbite keplérienne qui serait totalement perturbée par l'activité de la comète. Merci beaucoup, Francis. Alors voilà, je sais que ce sera difficile, mais cette rencontre se termine. Merci d'avoir pris le temps à toi de répondre à nos questions. Merci évidemment à tous les participants qui ont passé cette heure avec nous. Merci à David qui a tweeté pour le compte de Ciel et Espace et relayé les quelques questions et commentaires des internautes. Bien sûr, merci aux internautes qui nous ont suivis. Et merci enfin à Guilhem que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu, mais qui œuvre en coulisses pour que vous puissiez profiter de ces rencontres au maximum. Prochain hangout, avant qu'on reparle de Rosetta, probablement au premier trimestre, on se consacrera peut-être davantage aux aspects technologiques et aux défis technologiques que représente l'atterrissage de Philae. La semaine prochaine, le 10 décembre, direction Kourou, on aura la chance de pouvoir papoter avec Amy Sip, qui est la directrice des opérations, c'est-à-dire en fait la chef d'orchestre du lancement de la sonde Gaia, une autre mission absolument exceptionnelle qui doit être lancée le 19 décembre depuis le Centre spatial guyanais. Voilà, donc cette rencontre est à suivre la semaine prochaine, le 10 décembre, de 19h à 20h, sur notre page Google+. En attendant, vous pouvez revoir l'intégralité de cette rencontre sur Google+ et sur notre chaîne YouTube. Bonsoir, merci à tous et surtout, restez connectés.